Le sujet, est-ce mieux à deux? Alors bonjour madame, messieurs les membres du jury. Donc notre sujet est, est-ce mieux à deux? Est-ce mieux à deux? Cette question de savoir s'il est mieux d'être à deux nous enferme dans une approche qualitative qui consiste à savoir si, selon les situations, il est mieux d'être deux, sous-entendu que d'être seul. Ainsi, serions-nous tentés de répondre qu'il est mieux d'être seul quand on souhaite faire l'étoile dans son lit, les pieds à chaque coin du lit. Dans cette même optique, il ne serait guère mieux d'être à deux face au dernier yaourt au chocolat restant dans le réfrigérateur. Et pourtant, il y a des actes du quotidien qui nécessitent la présence de l'autre, voire qui la rendent indispensable. Et vous en êtes les témoins même, amis juristes, qui est des actes qui ne peuvent se faire sans l'existence de l'autre. Nous pensons entre autres au mariage, à l'établissement de la filiation ou encore à la vente d'un bien. Mais comment pouvons-nous prétendre qu'il est mieux d'être deux dans ces situations alors qu'il s'agit d'un rapport d'obligation, l'obligation qui est l'illustration même de la contrainte de la cage? Eh bien parce que d'une part, dans cette perspective, savoir s'il est mieux d'être à deux ne répond plus seulement à une approche qualitative au sens de confort de vie, mais plutôt à la condition même d'existence de ces situations. En effet, il n'en serait rien du mariage ou du divorce si nous ne pouvions former de relations bilatérales. D'autre part, la question de savoir s'il est mieux d'être à deux reflète une mise en opposition. En effet, être à deux, ce rapport bilatéral sauf d'obligation, est juxtaposé au terme mieux, qui suppose l'amélioration de sa condition, la recherche d'un certain épanouissement, d'une certaine liberté. Il apparaît alors antinomique de lier un rapport qualitatif du mieux avec le rapport aux autres qui s'avère être aux antipodes de la liberté. Et pourtant, vivre à deux s'élève au-delà du simple rapport qualitatif, c'est une nécessité, et cette nécessité se retrouve dans notre jour. En effet, Nicolas, l'anthropologue au musée de l'homme, définit l'homme comme étant un animal social, qui par définition vit en groupe, et qui dans cette optique a toujours besoin de sa communauté pour répondre à ses besoins vitaux, comme se nourrir, pour transmettre son savoir-faire et bien évidemment se reproduire. C'est donc dire que la pérennité de l'humain, le fait que nous soyons tous ici en ce moment même, relève du caractère nécessaire d'être à deux. Ainsi, il ne serait pas mieux d'être à deux, il est indispensable. Et ce besoin d'être deux de l'humain se reflète par un phénomène, celui de la mondialisation. À un niveau international, les relations humaines qui gagnent en intensité entraînent avec elles une interdépendance croissante des économies. Les hommes sont libérés et facilités dans leur possibilité d'aller vers l'autre humain, comme le sont le marché et les économies. Ainsi, si les personnes physiques ont ce besoin d'être deux, qu'en est-il des personnes morales? À plus grande échelle, nous pourrions donc nous pencher sur le cas des États, personnes morales. La communauté internationale forme de multilatéralisme peut s'analyser comme une multitude de sources et de relations bilatérales. C'est l'illustration à plus grande échelle de ce besoin de relations avec d'autres entités visant l'amélioration d'une situation économique, humanitaire, écologique. Tous les accords, les traités, les coutumes régissent des situations où interviennent plusieurs acteurs. Il y a aussi un besoin d'être deux où il y a un besoin de droit. Nous pouvons également relever le concept de diplomatie propre aux relations internationales, qui démontre que comme dans une relation à deux personnes physiques, il faut ajuster son comportement par rapport au comportement d'une autre personne afin d'entretenir cette relation sur le long terme. Toutefois, peut-être que certains compromis ne suffisent pas et que finalement on va arrêter cette relation à deux, sortir de ce rapport bilatéral. Alors il convient de se demander si la possibilité de sortir de ce rapport à deux remet en cause ce besoin d'être deux. Que se passe-t-il lorsque l'on ne veut plus d'un dessert à deux cuillères? Eh bien non, cela ne remet nullement en cause ce besoin d'être deux. Partons du postulat que chaque fois que nous quittons une relation à deux, c'est pour une relation à deux meilleure, parce que nous avons toujours ce besoin de l'autre. Le texte, par exemple, se dissout automatiquement en cas de mariage des deux partenaires pour que l'un d'eux en est l'exemple parfait. C'est la possibilité d'aller vers une relation meilleure, en ce que le mariage est le bien le plus fort unissant deux individus, de par toutes les obligations qui en découlent. De même que la possibilité de divorcer permet la recherche d'une relation à deux meilleure, c'est la condition sine qua non de sortir d'une relation qui nous est insatisfaisante pour en trouver une autre meilleure. De plus, il est possible de dire, comme pour les personnes morales, de se retirer d'un traité pour aller vers une meilleure relation.
C'est le pouvoir de la volonté dans le cas des personnes morales dû à la souveraineté des États qui leur permet de choisir dans quelle relation à deux ils veulent s'inscrire ou non. Mais en réalité, les exemples précédemment exposés ne sont qu'illusoires. Alors qu'un État a la possibilité de sortir d'un traité, donc du rapport synagmatique qui découle de son accord avec un autre État, ces deux États, bien qu'ayant quitté ce rapport bilatéral, restent en réalité inscrits dans la communauté internationale et, in fine, restent au cœur de relations bilatérales, puisque le multilatéralisme renferme tous les rapports à deux qui se jouent à l'échelle internationale. De plus, un État trouve son unité, son individualité, du fait de ce rapport à l'autre. En effet, je peux m'ériger en tant qu'État politiquement que si un autre État fait acte d'une reconnaissance. Par ailleurs, à plus petite échelle, celle de l'individu. Avec notre exemple du mariage et du divorce, vous pourriez aisément nous répondre que si je souhaite arrêter ce rapport à l'autre, je divorce et je m'en arrête là. Or, plus largement que les relations amoureuses, les relations à deux sont partout. D'ailleurs, chaque situation engendre des effets synalagmatiques. Chacun se retrouve au quotidien en présence de droits mais aussi d'obligations découlant de ce rapport qu'on tient aux autres. Par exemple, je devrais payer ma baguette de pain à mon boulanger, et ce, sans mariage bien évidemment. Nous voyons donc qu'alors même que j'affiche une volonté de quitter ce rapport bilatéral, je suis en réalité inscrit à tout jamais dans un rapport qui me lie aux autres. Et d'ailleurs, j'utilise le terme « je », car bien que depuis tout à l'heure nous ne faisons que de vous dire que le Code civil nous inscrit forcément dans des relations à deux, une autre lecture nous permet de voir qu'il met en exergue ma place d'individu individualisé au centre des relations. C'est un perpétuel compromis entre mes droits et ceux des autres. Mais c'est cette notion d'individu individualisé qui fait que les relations à deux peuvent exister. En effet, pour être deux, il faut avant tout deux êtres humains bien distincts, et pour s'unir et ne former plus qu'un, il faut être deux. Ainsi, nous pouvons dire qu'il n'est pas mieux d'être deux, mais qu'il est nécessaire d'être à deux pour pouvoir s'exprimer en tant qu'être individualisé et unique, et que pour être deux, et donc former cette relation à deux nécessaire, il faut avoir été un. Enfin, dans une dimension plus pratico-concrète, c'est désormais à vous de nous dire si, au regard de notre prestation, il est mieux d'être à deux en matière de plaidoirie.